Le cinéma avec notre camarade Antoine Guillot qui vient de nous rejoindre. Bonjour Antoine. Bonjour Guillaume. Dans quelques instants, vous allez évoquer avec nous la sélection du Festival de Cannes 2023. Nous sommes également avec l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Il publie Brad. C'est une biographie de Brad Pitt, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric Mitterrand, il n'est même pas utile de donner le nom de famille de Brad Pitt pour qu'on comprenne qu'il s'agit de lui. Et c'est chez XO Éditions. Et puis Hélène Frappa, romancière, traductrice. Trois femmes disparaissent, c'est le roman que vous avez publié chez Actes Sud. Il est question de Mélanie Griffith, de Dakota Johnson et de Tippi Hedren. Justement, j'aimerais vous faire entendre une conférence de Tippi Hedren. Elle était invitée au British Film Institute. On n'a pas réussi à déterminer la date de cette conférence et elle parle d'Alfred Hitchcock dans cette conférence. L'occasion pour elle d'évoquer sa relation pour le moins tumultueuse, avec le réalisateur. Et dans cet extrait, elle évoque la fin de leur collaboration. Hélène va traduire. C'est à ce moment-là que j'ai tout arrêté. J'ai simplement dit que je n'irais pas plus loin. Il m'a dit, tu dois subvenir aux besoins de ta fille, tes parents vieillissent. Et j'ai dit que personne dans mon entourage ne voudrait que je sois dans une situation où je ne suis pas heureuse. Je veux sortir de cette situation. Il m'a dit, je vais ruiner ta carrière. J'ai répondu, faites ce que vous avez à faire, je m'en vais. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ruiné ma carrière. Il a continué à me payer mes $600 par semaine. Après avoir quitté Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie, j'étais, selon l'expression consacrée, une actrice en vogue. J'ai appris plus tard que de nombreux réalisateurs et producteurs souhaitaient m'engager pour leurs films, mais que pour m'avoir, ils devaient passer par lui. Et tout ce qu'il a eu à dire, c'était si facile. C'était « elle n'est pas disponible ». Celui avec lequel cela m'a vraiment blessée, c'est François Truffaut qui me voulait pour l'un de ses films, et je n'en ai jamais rien su. C'est une histoire terrible, celle de Tippi Hedren. Hitchcock la découvre dans une publicité, il va la faire chercher partout et il va la dévorer. Oui, le mot-clé, il est cité dans cette conférence que je viens de traduire, c'est le mot « disponible ». Dans ses mémoires qu'elle a publiées en 2016, qui ne sont pas traduites en français, sur lesquelles je m'appuie beaucoup dans mon livre, il revient tout le temps ce mot « available ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation. Vous dites une relation tumultueuse, en fait, il n'y a pas eu de relation. Il y a eu un homme qui, en effet, devant la télé, un jour, voit une jeune femme qui fait une pub pour un régime, un produit de régime pour maigrir, jeune femme qui va faire pas mal maigrir d'ailleurs après, et qui pointe l'écran en disant « Find the girl ». Trouver la fille. Donc elle est la fille, elle restera la fille. Il va imposer d'ailleurs à toute l'équipe de l'appeler la fille et surtout il va leur imposer de ne pas lui adresser la parole, y compris à l'équipe technique, y compris à ses partenaires masculins. Et elle devra être disponible dans un sens absolutiste, c'est-à-dire qu'il va à un moment lui dire il exige d'elle une disponibilité sexuelle, qu'elle devra répondre à ses besoins sexuels à lui à tout moment, quand il le voudra, et ça va donner lieu à de très nombreuses tentatives de viol sur ce tournage. Donc un destin tragique. Tragique. Oui, c'est une histoire tragique. Alors la vraie histoire tragique, en fait, c'est la manière dont les traumatismes sidérants, inouïs que Tippi Hedren va vivre sur ce tournage vont se transmettre ensuite de génération en génération, la plonger dans un tel état de sidération qu'elle aura beau être une femme extrêmement intelligente, une femme bien, une femme qui a une grande éthique, une femme qui va au boulot comme un bon petit soldat en se répétant « je le laisserai pas me briser, je le laisserai pas me briser ». Cependant, quelque chose de ce qu'elle vit et qui est insoutenable humainement va se transmettre à sa fille Mélanie et ensuite va se transmettre à Dakota Johnson, la troisième de la lignée. Brad Pitt, c'est un destin tout autre. Frédéric Mitterrand, il a aujourd'hui 60 ans, il continue évidemment de tourner. Babylone, peut-être quelques mots sur les derniers films, et notamment Babylone de Brad Pitt. Alors, dans Babylone, à mon avis, il est là parce que ça a aidé à monter la production du film. En vérité, son personnage, qui est très intéressant, et sur lequel, je trouve,
aurait dû porter tout le scénario, son personnage est assez édulcoré. Il représente John Gilbert, le grand acteur des années 30 qui a fini dans l'alcoolisme et détruit, qui était le partenaire de Greta Garbo, parce qu'il n'a pas réussi vraiment à passer le cap du parlant. Et en fait, le personnage de Brad est inspiré par cette situation, puisque le film se passe au moment où le cinéma quitte le muet pour aller vers le parlant. Bon, voilà, je pense que c'était ça le plus intéressant dans le film, et en vérité, Damien Chazelle nous fait un portrait assez extraordinaire sur le plan du brio de la mise en scène, mais assez creux et assez vide sur le plan des sentiments qui pouvaient agiter les personnages à l'époque. Donc c'est un numéro très brillant de mise en scène et assez vide. Tandis que Bullet Train, qui est en fait un film d'action rigolo, correspond au côté fun, comme dit très souvent Brad. Brad, il est très fun, il est très pour la rigolade, il est très pour, comme tous les grands dépressifs, hein. C'est-à-dire qu'il se cache derrière la rigolade en permanence. Mais Bullet Train, c'est un film très amusant et très bien fait. Mais en vérité, c'est un peu une impasse, parce que Brad ne va pas pouvoir continuer à faire toute sa vie des films d'action rigolos. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Ben, j'espère, moi, qu'il va tourner avec Sorrentino en Europe, comme a fait Burt Lancaster quand il a tourné avec Visconti. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il vient souvent en Europe, c'est qu'il cherche quelque chose. Et parce qu'il aime le cinéma, hein, vraiment. Le cinéma, c'est sa vie. Quand il ne tourne pas, il produit d'autres films. Mais pour l'instant, il est un peu dans une impasse. Une impasse sympathique, puisque Bullet Train est un film vraiment sympathique. Une impasse importante, puisque Babylone est une énorme production. Mais une impasse quand même. Antoine Guillot, quelques mots, alors peut-être sur Bullet Train si vous le souhaitez, ou sur Babylone, mais plus encore sur la sélection du Festival de Cannes 2023, car désormais on la connaît. Elle vous réjouit ? Je suis curieux. On sera réjoui ou pas après avoir vu les films, mais pour l'instant, sur le papier, ça donne plutôt envie. En fait, que dit-elle, cette sélection ? Elle dit qu'après 2 années post-confinement, où Thierry Frémaux, le délégué général du festival, avait un appétit énorme et avait saturé la sélection d'énormément de films parce qu'il fallait aider les films qui n'avaient pas pu sortir pendant les confinements. Il y a une volonté de resserrer déjà la compétition et la sélection en général, ce qui est une assez bonne idée. Et puis, manifestement, une vraie volonté de se renouveler, parce que chaque année, quand on voit arriver le nouveau Festival de Cannes, on se dit, mais c'est pas possible, c'est toujours le même festival. En fait, il y a toujours les mêmes noms qui arrivent par la force des choses, parce que des grands cinéastes qui ont été repérés par le Festival de Cannes reviennent, refont des nouveaux films. Alors, si on les prend pas, tout d'un coup, on se dit, ah bah, il a dû le rater cette année s'il n'est pas à Cannes. Donc, il y a une espèce d'obligation de reprendre toujours les mêmes. Il y a aussi le fait que Thierry Frémaux est là depuis 20 ans maintenant. Je crois que c'est la 20e sélection qu'il annonce. Donc, il y a le risque comme ça d'un immobilisme. Alors, il se trouve que cette année, il y a un nouveau président qui est une présidente qui s'appelle Iris Knoblauch. Elle est allemande. Elle a présidé aux destinées de Warner en Europe pendant des années. Et je ne sais pas si c'est pour ça, mais il y a eu malgré tout un renouvellement cette année. Alors, on retrouve beaucoup des grands vétérans habitués, abonnés du Festival de Cannes, comme on les appelle, dont beaucoup de déjà palmés, parce que maintenant le festival de Cannes se recycle, donc dans ceux qui ont déjà eu la palme, il y a Nuri Bilge Ceylan, le turc, Hirokazu Koreeda, le japonais, Wim Wenders, qu'on n'avait pas vu revenir en compétition depuis longtemps, alors qu'il propose un film a priori assez étonnant sur les toilettes publiques japonaises, tout en proposant hors compétition un documentaire en 3D sur Anselm Kiefer, donc grand retour de Wim Wenders, Nanni Moretti, qui est là pour chaque fois, et puis alors, celui qui a le record absolu, je crois, de sélection au Festival de Cannes, 14 sélections en compétition. Vous devinez qui c'est ? Ken Loach, évidemment. Ken Loach, déjà 2 palmes d'or. Est-ce qu'il va repartir avec une 3e cette année ? On ne sait pas. Alors, on retrouve des grands noms, voilà, Kikoris Maki, Marco Bellocchio, Wes Anderson, Todd Haynes. Mais surtout, il y a un renouvellement. Voilà, cette année, c'est ce qui est le plus excitant. C'est que, d'abord, il y a des cinématographies qu'on ne voit pas beaucoup en compétition à Cannes. Le Sénégal, premier film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Ramata Toulaïsi. La Tunisie, Kauter Benania. Et il y a beaucoup de films africains cette année à Cannes, toutes sélections confondues, souvent portés par des réalisatrices. Et c'est vrai que le renouvellement, on est loin de la parité encore, mais
c'est un record pour Cannes. Il y a 6 réalisatrices en compétition. On a beaucoup accusé le Festival de Cannes souvent d'oublier qu'il y avait des réalisatrices. 6 sur 19 ou 20, on verra. C'est pas encore ça, mais c'est déjà pas mal. Un commentaire, Frédéric. Un commentaire, c'est d'abord, il faut rendre hommage à Thierry Frémaux, qui est quand même un cinéphile génial et qui a une connaissance du cinéma mondial remarquable et qui a très souvent pris des risques à travers ses sélections au cours des 20 dernières années. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'à mon avis, la présidente n'a rien à dire sur la sélection. Le président du Festival de Cannes, ou la présidente, c'est une sorte de chambellan qui est là pour recevoir les stars, mais qui n'a pas un rôle plus important. En revanche, c'est Thierry Frémaux qui porte véritablement le prestige et la qualité du Festival de Cannes. Et d'après ce que vous nous annoncez, j'ai le sentiment que la sélection de cette fois-ci sera aussi intéressante que les précédentes. Un commentaire, Hélène Frappa. Oui, il y a un peu plus de femmes. C'est vrai que c'était quand même franchement la honte, moi je trouvais, jusqu'à présent. Pourquoi pas? Enfin, il y a toujours cette phrase qu'on entend, que les femmes connaissent bien, qui est « Ah, on n'en trouve pas ». Des femmes. Sous-entendu, on n'en trouve pas des aussi bonnes. Commencez par en trouver peut-être des aussi nulles, je ne sais pas. C'est vraiment une phrase... Non, mais vraiment, pourquoi pas? Donc là, oui, il y a au moins 6 femmes. Enfin, pourquoi pas autant? Pourquoi pas encore plus? Il y a du progrès. Bon, en tout cas, lorsqu'on évoquait les 60 ans de Brad Pitt et son futur, lorsqu'on compare les destinées donc de vos 3 héroïnes, Mélanie Griffith, Dakota Johnson et Tippi Hedren, et celle de Brad Pitt, là on voit qu'il y a évidemment une inégalité de genre. Hélène Frappa. Une inégalité de genre entre Brad, je vais l'appeler Brad maintenant. Oui, allez-y. Brad et Tippi et, et Mélanie. Oui. Bien sûr, c'est ce que je disais. À l'époque de Tippi Hedren, le seul moyen pour une femme de pouvoir décider des choix, elles étaient achetées. Alors, les acteurs aussi pouvaient l'être. Ça veut dire quoi, acheter? Acheter, ça veut dire que, en fait, quand Tippi Hedren rentre dans une pièce, ou des cadres de Universal qui ont donc, comme dans Cendrillon, trouvé dans tout le royaume cette fille, trouvé la fille, elle sait qu'elle doit rencontrer monsieur, quelqu'un qu'elle va appeler monsieur. Et puis, elle voit un contrat, on lui présente un contrat, elle voit juste la somme qu'elle doit gagner par semaine, qui est en réalité pas énorme, mais beaucoup plus que ce qu'elle gagne. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle est achetée pour 7 ans un contrat d'exclusivité qui fait qu'elle n'aura le droit de tourner aucun film. Et ça va aller au point c'est la question du regard, en fait. C'est-à-dire que non seulement elle est regardée, bien sûr, ce qui fait partie de son travail d'actrice, mais qui, historiquement, pour une femme, et c'est là où, en effet, la question devient genrée, elle est en réalité destituée de tout droit de regard sur son existence. Au point que Alfred Hitchcock, par exemple, quand pour Marnie, elle va recevoir le prix de la meilleure actrice de l'année, lui interdira d'aller à la cérémonie, qu'il va répondre non à des grandes interviews comme le Johnny Carson, sans même lui en parler, qu'il va dire non à des réalisateurs, par exemple, comme François Truffaut. Elle ne le saura jamais, elle l'apprendra bien plus tard. Donc elle perd tout droit de regard à ce moment-là. Alors, Frédéric ce qui moi me fascine dans cette histoire, c'est que ça ne s'est pas passé avec Grace Kelly. C'est-à-dire qu'il a tourné... Elle s'est enfuie quand même. Il a tourné 3 films avec elle. Et manifestement, ils sont restés amis, puisqu'elle est allée le voir à plusieurs reprises ensuite, quand elle a changé de vie, et elle n'avait pas l'air d'avoir cette rancœur. Bon, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que je pense que Hitchcock était quand même diabolique. Et ça donne la valeur de ces films, qui sont des films, des espèces de pièges extraordinaires où les spectateurs sont pris, comme même les acteurs qui tournent dans ces films. Mais en même temps, il y a eu, avec Tippi, de la part d'un cinéaste très important mais vieillissant, il y a eu une sorte de frustration ou d'excitation terrifiante, ça c'est sûr. Et elle était la première et la seule, finalement, à briser la loi du silence et à s'exprimer dans ses mémoires pour dire la vérité. Alors les mémoires datent de 2016. Elle l'a brisé sur le plateau un jour où, n'en pouvant plus des tentatives de viol, de l'enfermement, des tentatives de meurtre, puisque Les Oiseaux, c'est l'histoire d'un cinéaste qui essaye de tuer sa réalisatrice. Il faut rappeler de quelques mots. Voilà, c'est-à-dire... Ce qui s'est passé pour Les Oiseaux, la manière dont il s'est saisi de ces phobies. Les Oiseaux, sachez, spectateurs qui allaient revoir ou voir Les Oiseaux, que le sang
qui coule et du vrai sang. C'est pour ça que ma détective, enfin, qui est la narratrice du livre, parle de snuff movie. Dont 3 femmes disparaissent. Voilà. Il la martyrise. Hein. C'est-à-dire, il la torture. C'est un sacrifice humain, comme on peut... Il lui dit que les oiseaux vont être bidons et en fait, il y a de vrais oiseaux. Voilà, il la transforme en momie, il l'entoure de bandes élastiques. À chaque bande élastique est accroché un vrai oiseau qui va, donc les oiseaux étant extrêmement bien traités d'ailleurs sur ce tournage, à la différence de Tippi Hedren, et elle va, sa robe est percée de fentes par laquelle chaque bande élastique s'introduit avec un oiseau, et elle sera comme ça attaquée particulièrement sur 5 jours de la pire scène, de la scène au grenier de tournage, où elle manque littéralement de mourir. Elle finit dans le coma, abandonnée de tous, sur un plateau désert. Elle rentre chez elle dans un état de traumatisme. Donc c'est pas de rancœur dont il s'agit, c'est d'un état de traumatisme. Elle a vécu quelque chose d'inhumain. Et sur Grace Kelly, Hélène Frappa, vous avez sur une Grace hypothèse. Kelly, moi, j'ai une hypothèse. J'ai pas enquêté. Ma détective qui se prend pour Colombo a pas mené l'enquête sur Grace Kelly, mais ma détective qui a une petite télépathie est assez convaincue qu'elle s'est quand même barrée dans ce royaume d'opérette. Il faut savoir que le prince régnier de Monaco, il avait cherché à tout Hollywood. Il avait lui aussi envoyé un émissaire. On est encore dans Cendrillon, et son émissaire était arrivé à Hollywood en cherchant pour cet homme. Je suis pas sûre qu'il avait très envie de se marier. Lui faire épouser Marilyn Monroe. Voilà, et Marilyn avait dit dégage. Elle avait dit, non. Elle avait dit peut-être. Elle avait dit peut-être. Bon, chacun sa version. Peut-être. Elle avait l'air de... Ça l'avait fait plutôt rigoler, mais rigoler, rigoler. Voilà, du genre qu'est-ce que je vais aller faire dans cette... Bon, elle s'est enfuie. Si on creuse un peu l'histoire familiale, l'enfance de Grace Kelly, je suis pas sûre qu'on ait une histoire qui soit pas sombre elle-même. Donc tout ça, ce sont des histoires, encore une fois, que les femmes connaissent bien, mais pas seulement les femmes. Toutes les êtres humains qui sont dans des situations où ils sont dominés, dans des relations de pouvoir où ils n'ont pas la main, la connaissent, cette histoire-là. Hollywood, c'est un principe de domination. C'est ce qui est d'ailleurs raconté, à mon avis, pas comme je le souhaiterais moi en tant que spectateur. C'est ce qui est raconté dans Babylone. Oui, et très bien par Kenneth Anger dans son livre. Ils sont tous dominés par une machine. Là où je ne suis pas d'accord avec Hélène, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de complicité parmi les dominés. Pas de la part de Tippi Hedren, mais de la part de beaucoup de cinéastes qui, au fond, quand on lit les mémoires de Howard Hawks ou les mémoires des grands cinéastes américains, qui étaient toujours présentés, ça c'était le legs des cahiers du cinéma, comme des victimes des producteurs, mais non, en vérité, ils étaient tous, le plus souvent, d'accord. Hein, et en vérité, la plupart des cinéastes, les grands cinéastes, n'ont pas été des victimes des producteurs. Alors pour les femmes, c'est différent. Ah oui, je pense qu'on est tout à fait d'accord et là-dessus. Alors Hawks, après, quand il tourne Les hommes préfèrent les blondes, il écrit quand même un récit avec Marilyn Monroe et Jane Russell, récit dans lequel ça raconte l'alliance de 2 femmes. Ça raconte comment il arrive à subvertir, justement, on parlait tout à l'heure de la bêtise. Pourquoi est-ce que ce serait la bêtise qui ferait bander ? C'est une grande question existentielle, ça, en fait, humaine, en tout cas, qui s'adresse aux relations amoureuses. Ce n'est pas toujours le cas. C'est une vieille question. C'est la phrase de Baudelaire, aimer des femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Baudelaire, c'est un truc d'homme, ça. C'est un truc d'homme qui haïssait les femmes. Baudelaire. Antoine Guillot, justement. Pas forcément là-dessus, mais... Non, je suis passionné parce que j'écoute. Non, je voulais revenir justement au rapport d'Alfred Hitchcock aux femmes et à Grace Kelly en particulier. C'est vrai que chez Hitchcock, il y a la volonté de la poupée. La poupée qu'on peut habiller, qu'on peut coiffer, donc on peut faire ce qu'on veut. Et comme Grace Kelly lui échappe, il va essayer de refaire une poupée à l'image de Grace Kelly avec Kim Novak. C'est ce que raconte très exactement, mot pour mot, Vertigo. Et il va faire la même chose avec Tippi Hedren. Et j'ai découvert, en lisant votre livre, Hélène Frappa, cette histoire hallucinante d'Alfred Hitchcock qui envoie à la petite fille Mélanie Griffiths. Qui est Mélanie Griffiths, une poupée de sa mère, quoi, habillée, dedans, dans un petit cercueil. Un petit cercueil en sapin avec dedans, à la taille Barbie. Il est méchant, mais qu'est-ce que ça raconte du désir masculin et de ce qu'on appelle l'idéal féminin, de ce qu'on appelle la muse, qui se réduit historiquement à un cadavre, à une femme morte. Alors bien sûr, Vertigo est un film sublime et il a ce génie du dédoublement qui est qu'il peut être lui-même harceleur sur un tournage tout en étant entièrement du point de vue de la femme harcelée quand il fait un film, par exemple, comme Marnie. Et c'est fascinant et je ne pense pas du tout qu'il faille jeter du tout les films d'Alfred Hitchcock, que j'adore. Mais
là-dedans, la question du cadavre, il est temps de commencer, pas seulement quand on énumère le nombre de femmes tuées par jour, il est temps de la connecter à ces outils de représentation. Pourquoi, Frédéric, vous appelez Brad? Moi, j'adore. Moi aussi, j'aurais envie d'appeler Tipi. Précisément parce qu'ils font en grand ce que nous, on ressent. Mais on est connecté à eux. Parce que je voudrais être son pote. Voilà, c'est tout. Frédéric Mitterrand, okay. un mot de conclusion. Brad, et après Brad, les autres... aujourd'hui, les autres icônes, est-ce qu'il y a des icônes en devenir, selon vous? Là, certainement, mais moi, je m'y intéresse moins, parce que les icônes en devenir, d'abord, tournent en général dans des séries, et donc, moi, je méfie des séries, parce que c'est quelque chose d'addictif, et donc, on est un peu prisonnier de la série. Et puis, je pense aussi que des grands acteurs comme Brad, et parmi les femmes comme Greta Garbo, par exemple, sont assez uniques. C'est-à-dire qu'ils marquent leur place d'une manière quasiment définitive. Donc, sur le créneau, j'utilise ce mot que j'aime pas, mais sur le créneau qu'occupe Brad, qui est très très vaste, puisqu'il peut absolument tout jouer, je vois pas très bien aujourd'hui qui pourrait lui succéder. Mais la personne qui lui succède existe forcément quelque part. Même question. Hélène Frappat, si vous deviez évoquer les icônes d'aujourd'hui, que diriez-vous? Les icônes d'aujourd'hui, Isabelle Huppert, Reese Witherspoon, Kirsten Stewart, qui est une actrice Kate Blanchett, de génie. Quand vous allez voir le film Tar, qui est Kate Blanchett dans Tar, absolument génial, qui est un film génial, eh bien, elle porte le film du premier plan jusqu'au dernier avec une puissance extraordinaire que très peu d'actrices hollywoodiennes ont eu la chance de pouvoir incarner depuis longtemps. Un mot de conclusion à ce sujet, Hélène Frappat? À propos des icônes en devenir, par exemple. À propos de l'icône? Non. Un mot, Antoine Guillot? Il faut dire que ces icônes, historiquement, étaient portées par un cinéma hollywoodien qui reposait sur des acteurs. Le cinéma hollywoodien majoritaire actuel ne repose plus sur des acteurs, il repose sur des concepts et sur de l'animation en images de synthèse. Donc une fois peut-être que cette vague-là sera passée, on verra réémerger des icônes, c'est-à-dire des personnes sur qui on peut monter des films et qui sont la raison pour laquelle les gens vont au cinéma. Bon, je suis déçu que vous n'ayez pas cité Kim Kardashian qui débute une carrière. Ah, Kim. Merci beaucoup, Hélène Frappat. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 3 femmes disparaissent, aux éditions Actes Sud. Ceci dit, quand on voit les oiseaux maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de la télé-réalité pour le coup. Frédéric Mitterrand, Brad, aux éditions XO.